Sur ce plan, je semble être le seul être vivant. Et pourtant, il n'en est rien. Autour de moi, il y a des milliards d'organismes qui pullulent. Sur moi, il y en a pas moins de 1000 milliards. Et à l'intérieur de mon tube digestif, il y en a des milliers de milliards. Invisibles et pourtant omniprésents, on les appelle les micro-organismes. Micro, justement car inaccessibles à nos yeux. Mais que se passerait-il si je laissais à présent un repas sur une table qui grouille de vie? Dans cette vidéo, on va voir que les micro-organismes peuvent parfois nous jouer de mauvais tours si certains se développent en trop grand nombre sur nos aliments. Et nous verrons comment nous avons développé des méthodes pour nous en prémunir. Mais nous verrons également que d'autres micro-organismes, au contraire, au travers de réactions chimiques atypiques, dont ils ont seuls le secret, sont capables de véritables miracles culinaires. Imaginons que je laisse traîner un plat sur une table. Que va-t-il devenir au fil des heures? Les micro-organismes qui nous entourent ont, comme nous, des besoins nutritifs. Un plat laissé à l'abandon représente pour eux une véritable aubaine. En commençant à se délecter de ce repas, ils vont se multiplier rapidement. Si je revenais m'asseoir pour manger ce plat, serait-ce problématique? On pourrait penser que, puisque nous sommes entourés de nombreux micro-organismes, et que nous en hébergeons même des milliards à l'intérieur de notre corps, en ingérer quelques-uns de plus ne poserait pas vraiment de soucis. Et pour un certain nombre d'entre eux, c'est effectivement le cas. Mais c'est oublier que, parmi les micro-organismes, se cachent aussi des espèces dangereuses pour notre santé. Les micro-organismes pathogènes. Pathogènes venant de pathos qui signifie maladie. Certains peuvent provoquer ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. Vomissements, fièvre, diarrhée, voire des complications plus graves. Parmi ces micro-organismes pathogènes, on peut citer par exemple la bactérie appelée salmonelle, responsable de nombreuses infections digestives et qui fait parfois l'actualité. Vous me direz, peut-être que l'on abandonne rarement un plat pendant des heures et que le risque des micro-organismes pathogènes et le temps de se multiplier reste très limité. Mais c'est oublier que de la cueillette à l'assiette, du pis de la vache à notre bol, les aliments parcourent un long chemin. Tout au long de ce trajet, ils pourraient être colonisés par des micro-organismes si l'être humain n'avait pas mis en place des méthodes dites de conservation. Les méthodes de conservation sont des procédés qui visent à empêcher la multiplication des agents pathogènes sur nos aliments afin d'éviter les intoxications alimentaires. Et ces méthodes doivent être redoutablement efficaces. Elles doivent lutter contre des milliards de micro-organismes et garantir que nous puissions manger sans danger. Voyons maintenant rapidement quelques-unes de ces méthodes. On a d'un côté des méthodes visant à éradiquer les micro-organismes grâce à la température. En effet, la plupart des micro-organismes, comme nous, ne supportent pas les températures extrêmes. Parmi ces méthodes, on retrouve la stérilisation. Elle consiste à chauffer les aliments à des très hautes températures, généralement au-delà de 100 degrés, afin de détruire tous les micro-organismes. Par exemple, dans les supermarchés, on peut trouver du lait stérilisé. Il existe aussi la pasteurisation, une technique mise au point par le célèbre biologiste français Louis Pasteur. Elle consiste à chauffer l'aliment à environ 70 degrés, puis à le refroidir rapidement en dessous de 10 degrés, afin d'éliminer la majorité des microbes. Un véritable choc thermique. Là encore, on retrouve dans les supermarchés de nombreux produits pasteurisés, notamment des laitages. Enfin, pour de nombreux autres aliments, on utilise une technique appelée apertisation du nom d'un autre Français, Nicolas Appert. Elle consiste à chauffer les aliments à haute température dans un récipient hermétique afin de détruire les micro-organismes. C'est le principe des boîtes de conserve. De l'autre côté, il existe des méthodes qui visent à éliminer les micro-organismes en les privant d'eau. En effet, la plupart des micro-organismes sont constitués d'une seule cellule, et une cellule est composée en grande partie d'eau. Déshydrater un micro-organisme revient donc souvent à le tuer. Dans cette famille de méthodes, on trouve par exemple la salaison,
qui consiste à recouvrir les aliments de sel. Le sel attire l'eau et empêche ainsi les microbes de se développer. On trouve aussi la lyophilisation, qui consiste à retirer là aussi l'eau des aliments par un processus plus complexe. C'est par exemple ce type de nourriture que consomment les astronautes dans l'espace. Il existe donc aujourd'hui de nombreuses techniques pour se protéger des micro-organismes pathogènes. C'est notamment pour cette raison que nous tombons rarement malades aujourd'hui lorsque nous passons à table. Mais les micro-organismes ne sont pas seulement des ennemis en cuisine, bien au contraire. Ce sont également de véritables commis, et c'est ce que nous allons voir à présent. Les micro-organismes, de par leur taille, ont l'air un peu ridicules, pour ne pas dire insignifiants. Et pourtant, ils disposent de super pouvoirs. Les micro-organismes réalisent en effet pour beaucoup d'entre eux des réactions chimiques d'une autre nature que celles qui ont lieu au sein de notre corps. Cela les rend très différents des êtres vivants que nous sommes capables de voir. Parmi les réactions chimiques originales dont ils sont les maîtres, on retrouve la fermentation. La fermentation est une famille de réactions chimiques au cours de laquelle les micro-organismes produisent de l'énergie en transformant le sucre en une nouvelle substance. Il existe plusieurs types de fermentation selon le sucre utilisé par l'organisme et le déchet qui va en résulter. Je vous propose de voir les deux plus connus, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Le lait est une boisson sucrée, et ce qui donne ce goût sucré au lait, c'est un sucre appelé le lactose. Certains micro-organismes raffolent du lactose, et parmi eux, on retrouve des bactéries particulières de la famille des lactobacillus. Ces bactéries vont consommer le lactose contenu dans le lait afin d'en tirer de l'énergie, et elles vont produire à la suite de cette réaction chimique un déchet. Elles vont donc faire de la fermentation. Mais pourquoi lactique? Ce nom ne vient pas du lactose consommé par les bactéries, mais bien du déchet produit par ces lactobacillus une fois la fermentation terminée. L'acide lactique. Cette molécule va avoir plusieurs effets sur le lait. Elle va le rendre plus acide et va le rendre plus épais. Le lait devient du yaourt. Et oui, le lait est transformé en yaourt par des bactéries. Les yaourts sont fabriqués grâce à la fermentation. La fermentation lactique peut donc se résumer comme la consommation par les bactéries de lactose qu'elles vont transformer en énergie et en acide lactique. Passons à présent à une autre fermentation très connue, la fermentation alcoolique. Partons ici non plus d'un verre de lait, mais d'un verre de jus de raisin, et plongeons-y des levures. Oui, la levure, la même que vous mettez dans vos pâtisseries, eh bien ce sont des micro-organismes. Il existe plusieurs types de levures, mais notre protagoniste sera ici Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae raffole d'un sucre, le glucose. Et ça tombe bien, un verre de jus de raisin en contient beaucoup. Saccharomyces va alors s'empresser de le consommer afin de le transformer en énergie et, vous vous en doutez, produire un déchet. Encore de la fermentation. Mais contrairement aux lactobacillus qui produisent de l'acide lactique, Saccharomyces va produire une autre molécule, l'éthanol. Et l'éthanol, c'est de l'alcool. Vous l'aurez compris, Saccharomyces va transformer le jus de raisin en vin. La fermentation alcoolique peut donc se résumer comme la consommation par les levures de glucose qu'elles vont transformer en énergie et en éthanol. Le vin, comme le yaourt, est donc une co-création culinaire homme-micro-organisme, et ce depuis des millénaires, bien avant qu'on ne connaisse leur existence. Il y a en réalité plus de 2 types de fermentation, et l'homme a su tirer parti des micro-organismes pour concevoir des aliments aussi variés que les yaourts, les fromages, le vin, la bière, le pain, la pâtisserie en général, la choucroute et plein d'autres mets. Bref, si vous passez à table, il y a de grandes chances qu'un des aliments que vous allez consommer ait été produit par des micro-organismes. Les micro-organismes sont à la fois de grands gourmands et de grands gourmets, et sans eux, de nombreux plats n'existeraient tout simplement pas. Pour conclure, on l'a vu,
Certains organismes peuvent être dangereux pour notre santé s'ils ne sont pas maîtrisés et ils peuvent alors entraîner des intoxications alimentaires. On les appelle les micro-organismes pathogènes. Pour les éviter, l'homme a développé une grande diversité de méthodes de conservation. Mais les micro-organismes peuvent également être très utiles et sont à l'origine d'un grand nombre d'aliments que nous consommons tous les jours, tels que les yaourts ou le vin. Cela vient de leur fonctionnement hors du commun qui leur permet de transformer des sucres en de nouvelles molécules par un processus qu'on appelle la fermentation. Les micro-organismes sont omniprésents. Nous rendons parfois malades, nous rendant parfois service. Ils sont pourtant souvent oubliés lorsqu'on pense au monde vivant. Pourtant, autour de nous, se trouvent très certainement des petites bêtes dont la pathogénicité ou le génie n'ont pas encore été révélés. Sur ce plan, je semblais être le seul être vivant. Et pourtant, désormais, vous le savez, il n'en est rien. Nous sommes toujours entourés de vie, de morts de faim redoutables et de cuisiniers invisibles. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.